Donc là, on va ouvrir la soirée de présentation avec une présentation sur le driver Node.js pour Cassandra. Donc je commence par me présenter, je m'appelle Yuhai Douan. Donc je travaille pour DataStax. Alors c'est l'entreprise commerciale qui est derrière la solution open source Apache Cassandra. C'est comme le modèle de Red Hat. Vous avez la Linux open source et puis vous avez une version Enterprise soutenue pour une entreprise. Donc voilà. Donc en fait, mon job c'est Technical Advocate. Alors traduction française c'est évangéliste technique. J'aime pas trop, ça fait un peu secte. Mais voilà, c'est un peu gourou quoi. Donc en fait, l'essentiel de mon job, c'est de faire des présentations techniques, comme ce soir, sur Cassandra, mais pas que. Avant de faire ce métier, j'étais développeur Java, donc pas comme tout le monde, parce qu'ici on est plutôt à Meetup JavaScript, mais j'étais développeur, et je continue à être développeur. En ce moment, je travaille sur un projet open source autour de Cassandra qui s'appelle Achille, qui est un object mapper pour Cassandra. Voilà. Et puis aussi, je suis le point de contact technique privilégiée en Europe pour tout ce qui touche à Cassandra. Donc si vous avez des questions, vous voulez en savoir plus sur Cassandra, vous voulez jouer avec, contactez-moi, vous avez mon tutoriel ici et puis mon mail ici. Voilà. Donc alors l'ordre du jour, on va commencer par une introduction très très brève de Cassandra pour que je vous donne les billes en fait, pour que vous compreniez en fait comment ça marche après le driver Node.js. Et puis on finira par une petite démo code quoi. Je vous ai dit que j'étais codeur. Voilà, donc voilà. Donc l'histoire de Cassandra, en fait, c'était Cassandra, c'est une base de données NoSQL tout d'abord. Ça a été créé chez Facebook et ils l'ont open sourcé en 2008. Donc aujourd'hui, on en est à la version 2.1. Alors, d'un point de vue topologie de base NoSQL, on avait l'habitude de dire c'est une base orientée colonne, d'accord. Et en fait, de plus en plus, on s'achemine vers une topologie de type table distribuée. On va voir juste après comment ça se fait. Alors, 5 points clés sur Cassandra. En fait, les points forts de Cassandra. Alors, premier point, c'est la scalabilité linéaire. Typiquement, aujourd'hui, vous avez un cluster de 10 nœuds. Et si votre trafic augmente parce que vous avez plus de business, tant mieux pour vous. Il suffit de rajouter des nœuds. Et voilà. Et comme ça, vous supportez la charge en rajoutant des nœuds. Deuxième point important, c'est la disponibilité en continu. En fait, on vise le 100% uptime, y compris pendant les migrations techniques, les mises à jour des versions. Alors, un de nos plus gros utilisateurs de Cassandra, c'est Netflix. Vous connaissez tous Netflix. Hein. En fait, il ne peut pas se permettre, typiquement, de dire, bah, en fait, c'est le week-end, alors bon, à 8h du matin, dimanche, bah, je me fais un arrêt de prod pendant 2 heures. C'est pas possible, parce que même à 8h du matin, il y a des gens qui regardent. Un autre point fort de Cassandra aussi, c'est le support du multi-data center natif. C'est out of the box, c'est-à-dire que c'est juste de la conf. Il n'y a rien à faire, c'est juste de la conf, c'est intégré dans le produit. Et on a même une configuration pour Amazon, multi-région si vous faites du cloud. Un des axes d'amélioration qu'on essaye d'apporter à Cassandra, c'est un niveau de performance, on va dire, assez constant. Même si vous perdez un nœud, d'accord, parce que ça arrive quand vous avez des clusters énormes de 100 nœuds, bah, ça arrive de perdre des nœuds. Eh bien, en fait, on fait en sorte que même dans ces cas-là, même dans le cas de 99 percentiles, le temps de réponse soit toujours assez rapide. On fait beaucoup d'optimisation pour ça. Et le dernier point clé de Cassandra, c'est la simplicité opérationnelle. En fait, pour démarrer notre Cassandra, c'est un process Java et un fichier de config. Il n'y a rien d'autre à faire, à part ça. Donc imaginez que vous avez un cluster de 100 nœuds. Si on commence à mettre des process partout, on ne va pas s'en sortir. Donc voilà. Oups, qu'est-ce qui se passe? Ah oui. Désolé. Donc voilà, introduction rapide. J'ai un cluster de 8 nœuds, Cassandra. Chaque fois que je veux insérer des données dans mon cluster, je dois toujours fournir ce qu'on appelle une clé de partition. Alors pour ceux qui connaissent un peu le monde du SQL, clé de partition dans Cassandra, c'est équivalent à une clé primaire dans SQL. Bon, voilà, classique. Alors, on commence par prendre un hash, d'accord, de cette clé de partition qu'on appelle un token. Donc alors, la fonction de hash a sa valeur entre 0 et 2 puissance 127 moins 1, donc c'est un nombre entier très très grand. Donc comme j'ai 8 nœuds, je vais diviser ma plage de hash en 8 parties. Et en fonction d'où tombe le token, je saurai sur quel nœud je vais enregistrer la donnée.
Donc ce travail-là, il est fait pour vous par Cassandra. C'est comme ça qu'il distribue les données sur le cluster. Et en fait, on choisit la fonction de hash de telle sorte que ça distribue les données de la manière la plus uniforme possible. Il n'y aura pas un nœud qui aurait plus de données qu'un autre. C'est ça l'idée. Donc la scalabilité linéaire, comment ça marche, c'est ça. Aujourd'hui, vous avez un cluster de 8 nœuds. Vos disques se remplissent, votre charge augmente, votre trafic augmente. Bah, vous rajoutez les nœuds, poussez à 10. Donc du coup, ça diminue un peu la charge globale sur chaque nœud. Voilà, c'est assez intuitif. Alors, pour être résistant à la panne, il n'y a pas de secret dans le monde distribué. En fait, il faut dupliquer les données. Chaque fois que, voilà, on définit un facteur de réplication, ici c'est égal à 3. Donc, si par exemple mon token tombe sur le nœud numéro 2, j'enregistre la donnée sur le nœud numéro 2, mais je la duplique aussi sur le nœud numéro 3 et numéro 4. Voilà. Assez classique. Alors évidemment, lorsqu'on commence à dupliquer les données, arrive très rapidement le problème de la cohérence. J'en parlerai juste après. Un exemple de comment ça marche, vous faites un insert dans Cassandra, votre requête, côté client, arrive sur un nœud qu'on appelle un nœud coordinateur. C'est pas du tout une notion de maître ou esclave ou quoi que ce soit, c'est juste le nœud qui est responsable de cette requête, juste pour cette requête-là. Donc du coup, Cassandra va calculer le token, en fait le hash de cette partition. Il va se retrouver que du coup, c'est pas au nœud 1 de traiter la requête, mais à ces trois nœuds-là. Donc il va distribuer la donnée à ces trois nœuds-là. Et puis voilà. Donc voilà, je disais tout à l'heure, lorsqu'on commence à dupliquer les données, on se trouve le problème de la cohérence. Alors pour vous aider à résoudre le problème, Cassandra vous propose, en runtime, que ce soit en écriture ou en lecture, de choisir votre niveau de cohérence, d'accord? Alors je présente les trois niveaux de cohérence les plus importants, WAN, Quorum et OE. En fonction de chaque niveau de cohérence, vous allez impliquer un ou plusieurs réplicas. Un, c'est un réplica. Quorum, c'est la majorité stricte par rapport au niveau de réplication. Alors, typiquement, si vous répliquez 3 fois, la majorité stricte, c'est 2. Si vous répliquez 4 fois, la majorité stricte, c'est 3. Et puis all, bah, vous faites participer tous les réplicas. Un exemple, si j'écris en WAN, la requête arrive sur un coordinateur, le coordinateur dispatche les 3 écritures sur les 3 réplicas, très bien. Mais en fait, dès qu'il reçoit un hack un des 3 réplicas, il rend tout de suite la main au client, pour que l'opération se fasse de la manière la plus rapide possible. Éventuellement, les autres hacks arrivent après en asynchrone. Voilà. Par contre, si j'écris en quorum, donc quorum c'est une majorité stricte, là, il va attendre qu'il y ait un quorum de hack qui arrive, donc 2 hacks, sur 3. Donc ça, c'est pour les opérations d'écriture. Pour les opérations de lecture, j'écris en WAN, donc le coordinateur va choisir un des réplicas, je lis pardon en WAN, donc pour lui demander de charger des données, puis de lui retourner. Alors, quel réplica va-t-il choisir? Est-ce qu'il va prendre au hasard? Non, il va prendre le réplica le moins chargé, parce qu'en fait, chaque fois que les nœuds communiquent entre eux, ils gardent en fait une table de statistiques sur le temps de latence. Et intuitivement, on se dit que le nœud qui a le moins de latence, c'est le nœud le moins chargé. Donc grâce à ça, il peut optimiser la requête. Donc ça, c'est en lecture en WAN, très simple. Lecture en quorum, pour le début, c'est pareil, il va interroger le nœud le moins chargé. Par contre, il va demander ce qu'on appelle une requête de digest, c'est-à-dire il va demander aux autres réplicas de lui donner juste le hash de la donnée réelle, pour économiser la bande passante réseau. Donc il aura la vraie donnée ici, un hash de la donnée ici, il va comparer les deux, donc il va hacher les deux, et si jamais il trouve qu'il y a une désynchronisation, donc il va renvoyer la donnée la plus à jour au client toujours, et après, il va réparer en background. C'est-à-dire que si jamais il y a une désynchronisation parce que les hashes ne correspondent pas, il va redemander la donnée la plus fraîche et rediriger vers le nœud qui est désynchronisé. D'accord. Donc avec ce mécanisme de réparation automatique, au fur et à mesure que vous allez lire en quorum, et bien en fait les données des réplicas convergent systématiquement. Donc pour résumer, en fait, vous avez le choix toujours entre la rapidité et le niveau de cohérence que vous voulez avoir. Voilà, ça c'est l'architecture. Les opérations d'écriture ou de lecture en Cassandra, vous aurez reconnu du SQL. Alors c'est pas du SQL, ça ressemble à du SQL, on appelle ça du CQL, Cassandra Query Language. D'un point de vue syntaxe, c'est fait exprès,
ça ressemble beaucoup à du SQL pour que la transition soit la plus facile possible. Mais derrière, le moteur de stockage, évidemment, c'est un moteur distribué, c'est pas du relationnel. Et puis, également pour le langage de création de schéma, c'est toujours, ça ressemble toujours à du SQL, d'accord? Create table, on a tous vu une fois dans notre vie. Maintenant, je vais vous parler plutôt du driver Node.js. Voilà, c'est ce qu'on est. Alors, le driver Node.js va vous permettre en fait de vous connecter au cluster Cassandra pour faire vos requêtes, pour faire vos insertions, etc. Donc l'architecture du driver, c'est que en fait, le driver va maintenir des pools de connexion, d'accord? Pour que chaque nœud, il va maintenir, alors par défaut, deux connexions. Alors pourquoi des pools de connexion? Pourquoi s'embêter? Parce qu'en fait, là, dans l'exemple, vous voyez que 3 nœuds, d'accord? Mais en prod, sur les grosses prods, vous pouvez avoir jusqu'à 100 nœuds, 200 nœuds, etc. Donc, ne pas avoir de pool de connexion et recréer la connexion à chaque fois, c'est très coûteux. Donc, ce job-là, il est fait pour vous par le driver. Request pipelining. Alors, lorsque vous faites des requêtes, donc le driver envoie, le client envoie la requête à Cassandra qui lui répond. Alors, si on se contentait de faire quelque chose de simple, bah, ça se passera comme ça. Mais on se doute bien qu'en faisant de cette manière-là, on n'optimise pas, parce que si ça se trouve, cette première requête va prendre beaucoup de temps, et du coup, la deuxième requête va être mise en attente, côté driver. D'accord. L'idée, ce sera de faire du batch, c'est-à-dire que le driver, il va envoyer en rafale des requêtes avec un stream ID, et voilà, il ne va pas attendre. Et du coup, le résultat vont arriver au fil de l'eau, par Cassandra, et grâce au stream ID, il va pouvoir associer la requête avec la réponse. Et de cette façon-là, on essaie de compresser la latence au maximum pour que vous ayez un max de performance. Alors, le driver, il est intelligent, en fait, il fait quasiment partie du cluster. Il est capable, en fait, d'écouter sur le cluster et de découvrir, en fait, les changements topologiques et les changements de schéma. Donc, le driver va établir une connexion avec un nœud au hasard, une connexion qu'on appelle control connection. Et donc, si jamais vous rajoutez un nœud sur le cluster, le driver va être notifié. Il sort que tiens, il y a un nœud qui va arriver. Ou alors si un nœud tombe, etc. Alors, en termes de stratégie de load balancing, l'idée c'est de dire, au lieu de taper sur un nœud toujours le même qui va servir de coordinateur pour la requête, ce serait bien de faire du round robin, comme ça on distribue la charge, comme ça il n'y a pas qu'un seul nœud qui va être sollicité par le client. Donc ça, c'est très bien. Ça, c'est la stratégie la plus, on va dire, logique. Mais, si vous êtes en multi-data center, ce qu'on aimerait éviter, évidemment, c'est que le client qui est de ce côté-là du data center ne va pas interroger l'autre data center, il va plutôt, en priorité, interroger les nœuds qui sont dans son data center local. Et si jamais vous perdez votre data center, dans ce cas-là, il va faire une liaison en WAN, d'accord? Évidemment, dans ce cas-là, ce sera plus lent, parce que vous allez traverser une distance plus large, mais vous aurez toujours votre haute disponibilité. Donc ça, c'est une stratégie du load balancing, mais qui prend en compte votre multi-data center. Alors, tout à l'heure, j'ai dit que le coordinateur, c'est le nœud qui reçoit la requête. Après, il va dispatcher ça aux nœuds en fait, qui contiennent vraiment les données. Mais finalement, en fait, c'est un peu dommage de faire ça, parce que du coup, le coordinateur ne joue qu'un rôle de proxy. D'accord? Le travail de hash, de la clé de partition, le calcul de token, ce travail-là, en fait, il peut être fait côté client, parce que la fonction de hash, elle est la même. D'accord? Et comme le client écoute les notifications de topologie, il connaît la topologie du cluster. Il y a combien de nœuds, il sait qu'à tel nœud est associé une plage de token. Donc en fait, il peut très bien forwarder la requête directement aux nœuds qui contiennent réellement les données. Donc ça va économiser en présence en fait. Donc ce qu'on appelle le token aware load balancing. Alors là, pour résumer, en fait, on a toutes ces stratégies de load balancing, d'accord? Donc ça, c'est une stratégie de base sur laquelle on va faire du round robin ou du DC aware round robin. Et par-dessus, on va mettre du token aware qui est un wrapper, d'accord, qui wrap les deux stratégies existantes. Et justement, pour éviter que vous ayez à faire des configs compliqués, par défaut, le driver,
il démarre avec cette config-là, d'accord? Token hardware sur DC hardware, en gros. Donc déjà, la config par défaut, c'est la config la plus, on va dire, la plus adaptée, la plus performante. Après, si vous avez envie de modifier, de faire votre propre config de load balancing, vous pouvez le faire. Si vous avez une topologie un peu exotique, vous pouvez le faire. Alors, en termes de stratégie de rejeu, ce qui arrive sur du distribué, c'est qu'on perd des nœuds. Un nœud peut tomber. Et en général, dans ce cas-là, le problème, c'est que moi, en tant que client, je fais ma requête, et la requête échoue au bout d'un timeout parce qu'un nœud est tombé. Du coup, je me prends une exception, une erreur côté client, et donc il faut que je gère cette erreur-là. C'est un peu compliqué, c'est jamais très sympa en tant que dev. Donc l'idée, c'est que cette gestion-là, elle est faite pour vous par le driver. C'est-à-dire que lui, quand il va faire une requête, parce qu'il a déterminé que ce nœud-là est le moins chargé, et il manque de bol, ce nœud-là tombe. Il y a un timeout. Donc en fait, en termes de stratégie de rejeu, dès qu'il y a un timeout, et dès qu'il n'a plus de réponse, eh ben, il va switcher sur un autre réplica. Et ça, c'est de manière transparente. Vous, en tant qu'utilisateur, vous ne voyez pas ce switch. Alors si, disons que en termes de temps de latence, ce sera plus lent parce qu'il y a un timeout qui s'est produit ici, d'accord? Ce sera plus lent, la requête est plus lente. Mais vous n'aurez pas à gérer une exception ou une erreur. Donc en termes de stratégie, donc, je vous ai montré une stratégie de load balancing, de rejeu, mais aussi des stratégies de reconnexion si jamais la connexion est coupée par rapport à un nœud parce qu'il est down. Donc vous pouvez choisir une reconnexion constante ou exponentielle. Alors, pour installer le driver, donc ça c'était l'architecture du driver, maintenant on va rentrer dans le code. npm install Cassandra driver, classique. Alors, pour utiliser le driver, c'est simple, vous faites un require, voilà, vous créez un objet client Cassandra.client. Alors en fait, cet objet client, c'est un peu le point d'entrée principal pour toutes les opérations que vous allez faire avec Cassandra, d'accord? Alors pour démarrer un client, il faut juste lui donner des contact points, c'est-à-dire une adresse IP ou un DNS, un hostname en fait, de quelques nœuds. Comme ça, il va se connecter au ce nœud-là. Après, il va découvrir lui-même toute la topologie réseau. Mais il faut bien quand même un nœud pour commencer. Puis le petit space. Et à partir de ces clients-là, vous pouvez créer des requêtes, des selects, et les exécuter. Alors, comme on part sur un langage à la SQL, on a les mêmes problématiques, donc on a les mêmes solutions. Typiquement, on fait du prepare statement. Voilà. Parce que le coût de parsing et le coût de validation syntaxique d'une chaîne de caractères, c'est un coût. Si vous faites plusieurs fois le même select, c'est un coût. Donc, on va préparer la requête à l'avance et puis on va utiliser des valeurs bindées en fait. D'accord? Donc ici, vous mettez votre valeur bindée ici. Vous exécutez la requête, vous donnez un callback avec le résultat ou l'erreur et puis voilà. Alors, du streaming, on peut faire du streaming avec Cassandra. Comment ça marche en fait? Imaginons que j'ai une table qui enregistre les données des capteurs. D'accord? J'ai un capteur, ça bourrine, ça crée beaucoup de données. Donc, je veux faire un select étoile, donc ça va ramener beaucoup de données. Alors l'idée, évidemment, c'est pas de ramener toutes les données d'un seul coup. Par défaut, en fait, parmi les options, d'accord, du driver, on a ce qu'on appelle le fetch size, c'est le nombre de lignes que le driver va ramener à chaque requête select. Par défaut, il est à 5 lignes, mais vous pouvez le modifier. Et en fait, il y a un mécanisme de paging automatique qui va se faire. Donc quand vous faites du stream, par exemple, vous allez mettre auto-page à true. L'idée, c'est que chaque fois que le driver va faire une requête à Cassandra, il va utiliser une espèce de cookies, en fait, pour savoir où est-ce qu'il en était dans son stream, en fait. Et ce cookies-là, en fait, il est complètement stateless, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est en train d'interroger un nœud, d'accord? Un nœud, un réplica parmi les trois. Le réplica tombe, manque de bol. Et bien ce cookies-là, il peut le réutiliser sur un autre réplica de manière transparente. C'est complètement stateless. Du coup, pour vous, en tant qu'utilisateur, vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas tous ces détails-là. Du coup, votre stream va continuer à fonctionner. Évidemment, il y a un petit lag lorsque le nœud tombe, mais votre stream va continuer à fonctionner. L'API d'insert, alors pour insérer les données, pareil, insert into avec les valeurs bindées. Vous mettez vos valeurs bindées ici. Alors, pour que la requête insert soit préparée, si vous la réutilisez plusieurs fois, vous mettez prepare égale true.
Alors, au niveau de cohérence que j'ai présenté tout à l'heure, justement, one, quorum, all, etc., vous mettez ici comme paramètre, d'accord? Et puis vous passez à un callback, Cadera, etc. Select, c'est la même idée, vous passez en callback et vous itérez sur les lignes retournées. Voilà, il y a un slide qui a sauté, ouais, il y a un slide qui devait venir là, tu vas voir. Pour le streaming, alors en fait, une fois qu'on a l'objet stream, en fait, on peut écouter dessus pour savoir quand est-ce que le stream s'arrête, quand il y a les données, et puis quand il y a une erreur. On verra ça en détail pendant la démo. Alors, pour créer un client, je vous ai montré tout à l'heure vaguement, mais en fait, il y a beaucoup plus d'options que ça. Donc, les stratégies de le balancing, de retry, de connexion, les options de requêtage, donc le niveau de cohérence par défaut, le fetch size, le port, le pooling, donc combien de connexions j'établis au max par nœud, d'accord, le timeout. On supporte aussi du SSL, d'accord, vous pouvez mettre votre login mot de passe, etc. Les types, alors, toujours le même problème en JavaScript, c'est que Cassandra supporte tous ces types-là, donc on essaye de matcher, d'accord, en JavaScript les types. Alors pour le type long, on utilise la librairie decode.io, d'accord. Et pour les types un peu plus, on va dire, exotiques, typiquement UID unique, on vous fournit une façon simple de les construire, d'accord, cassandra.type.uid. Et pour les UID qui sont construits générés par rapport au timestamp, c'est un UID. Pour les big int, on prend en entrée une chaîne de caractères, et voilà. Donc pour les types exotiques, vous avez une aide avec la lib cassandra.type. Donc, assez parlé, on va coller. Alors, donc, CTRL-P pour le mode présentation. Je suis désolé, je suis dos. J'aurais voulu un instant. Alors, j'ai un fichier CSV, c'est le taux de chômage aux US. Alors, je ne sais pas pourquoi. J'ai pris ça parce que c'était le fichier le plus. Voilà, il n'y en a pas 10 millions de lignes, quoi. Et donc, voilà, l'idée c'est que je voudrais insérer ça dans Cassandra. Donc j'ai ingestion, d'accord. Donc, je crée tout ça, c'est une API stream que je tire pour pouvoir faire du parsing CSV, pour faire du streaming, très bien. Je crée mon client Cassandra avec un localhost, très bien, voilà. J'initialise le schéma, donc je crée un keyspace. Alors keyspace, c'est juste un container de table. C'est la notion de schéma quand vous êtes sur du Oracle. Il n'y a pas de magie. S'il n'existe pas, je le crée, voilà. Je crée une table, si elle n'existe pas, ça s'appelle US Unemployment avec tous ces champs-là, très bien. Et je truncate, piler des données à chaque fois que je lance mon insertion, d'accord. Donc je crée ma requête insert ici, voilà, très bien, avec les valeurs bindées. J'exécute, alors j'ai un stream, d'accord, donc input pipe parser. Parser, c'est mon parseur CSV délimité par des virgules, hein. Et puis transformer, je transforme en stream, et puis pour chaque ligne du CSV que je reçois, je fais un insert avec les données, et bien sûr je mets prepag and true, parce que je exécute plusieurs fois mon insert. Et voilà, donc si j'exécute ça, qu'est-ce qui se passe? Ouf, voilà. Et je passe en ligne de commande pour voir. Alors j'espère que tout le monde voit. Voilà, select l'étoile. Voilà. D'accord, j'ai énormément d'entrées. Voilà. Donc ça c'est cool, bon très bien. Rien de magique. Maintenant je vais lire les données. Donc on va voir ce qu'il est, mon reading.js. Voilà, très bien. Alors comment je lis mes données? Donc je crée toujours mon client, hein, très bien. Je crée mon select, très bien. Et cette fois-ci je crée un stream, d'accord, donc mon select. Il n'y a pas de valeur binary parce que je veux récupérer toutes les données de la table. Donc en l'occurrence il n'y en a pas beaucoup, donc c'est pas très grave. Autopage égale true, fetch size égale 5. Donc je prends 5 par 5. Très bien. Et sur le stream, une fois que c'est fini, voilà, no more data, je quitte. Si j'ai une erreur, j'affiche l'erreur. Et pour chaque ligne que je récupère, j'affiche juste l'année et le taux de chômage, d'accord? Tac, ici. Donc c'est extrêmement simple. Voilà.
Donc là, c'est pas trié, donc j'ai oublié de trier, j'aurais trié par année, mais en gros, voilà. Donc chaque année, j'ai le taux de chômage. Et puis voilà, terminé. Donc c'est quand même très bas, on est très très loin de taux de chômage chez nous. Désolé de faire un peu politique. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions? Questions sur Cassandra, questions sur le driver? Oui. Parce que d'après ce que j'ai compris, en fait, on n'accède pas toujours avec la clé. Je répéterai la question. On accède toujours avec la clé à Cassandra. Moi, j'avais entendu parler de ça. Il fallait systématiquement attaquer avec la clé. Alors, la question est, est-ce qu'on doit toujours systématiquement attaquer Cassandra avec une clé de partition en l'occurrence? Oui. Pour la simple et bonne raison que, sur mon schéma tout à l'heure, j'ai expliqué que pour savoir sur quel nœud se trouve la donnée, il est obligé de prendre un hash de la clé de partition pour savoir où aller chercher la donnée, où aller insérer la donnée. Donc en fait, si on ne donne pas la clé, ça se finit en full scan cluster. Quand on a mis nœud, c'est pas terrible. Donc voilà, la raison elle est là en fait. Autre question? Oui. Comment ça se comporte Comment ça se comporte au niveau des streams si le stream des taux de chômage qu'on lit, imaginons que ça soit à la seconde, et qu'on voit que dans Cassandra, on alimente aussi je sais pas, aux États-Unis, il y a un serveur qui alimente et qui rajoute. Alors oui, il n'y a pas de magie en fait. Le stream, en fait, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, l'espèce de cookies en fait, c'est juste les tokens en fait. Il va chercher par plage de tokens. D'accord, il va commencer par cette première plage, etc. Donc, c'est pas déterministe dans le sens où si tu lis et en même temps que tu insères, si tu n'as pas de bol, tu insères ta nouvelle donnée dont le hash tombe sur une plage que tu as déjà lue. Bah, voilà, tu verras pas ces données, mais ça, c'est en même temps, c'est normal parce que tu lis, tu insères en même temps, donc il n'y a pas de, c'est pas déterministe en fait comme comportement. D'autres questions? Sur le driver, oui. Ah, monsieur ici. Oui, alors ça va être une question de base, mais tu peux expliquer ce qu'est une base orientée colonne? Moi je connais base MongoDB orientée document, mais orientée colonne. Orientée colonne, en fait, tu as des partitions qu'on appelle, c'est des lignes physiques, d'accord? Et sur une ligne physique, tu as donc la clé de partition, pour ça. C'est pour savoir sur quel nœud se trouve cette ligne physique. Et tu as des colonnes clé-valeur, clé-valeur, clé-valeur. Tu peux voir ça de manière conceptuelle comme une base clé-valeur. La première clé, c'est ta clé partition pour savoir où se trouve, sur quel nœud se trouve ta donnée. Et la deuxième clé, ce sont des clés de colonnes, c'est des couples, c'est une liste de clés-valeurs. Voilà. Comme des tables. Oui, voilà, c'est comme des tables. Sauf que là, en fait, tu peux aller très très loin quand il n'y a pas de... Voilà. J'ai une autre question ici. Oui. Si tu dois agréger des données qui sont sur plusieurs nœuds, comment ça se passe du coup? Tu dois récupérer tes données et c'est un nœud qui va récupérer les données sur tous les nœuds et ensuite qui va faire le calcul d'agrégation? Qu'est-ce que tu appelles par agréger? Je sais pas, un count, un sum, des choses comme ça. Oui, bah voilà, donc en fait, tu vas faire ça, si tu veux faire la somme, en tant que client, tu récupères les données, d'accord? Et tu vas faire la somme côté client. Dans la prochaine version Cassandra, on va pusher on va introduire les fonctions d'agrégation, on va pusher ça côté serveur. Et ce sera au coordinateur de le faire. L'espèce de nœud proxy qui va jouer le rôle de coordinateur, ce sera à lui de le faire. Aujourd'hui, tu te fais toujours le côté client. Voilà. J'ai encore une troisième question. Oui, désolé. Ah non, mais c'est bien. Est-ce que vous avez s'il y a un problème hardware sur le disque par exemple, des données qui sont corrompues, est-ce que c'est Cassandra qui gère ce problème-là? Tout à fait. Alors on a des stratégies. Si jamais Cassandra détecte qu'il y a un problème hardware, ce qu'il va faire, c'est qu'il va alors tu définis le comportement, soit il arrête tout, d'accord, donc il arrête de fonctionner, le nœud s'arrête de fonctionner, il dit aux autres, en fait j'ai un problème, je ne peux pas continuer. Soit il isole en fait les fichiers qui sont corrompus, et en fait on a une espèce de réparation, d'accord, comme j'ai dit tout à l'heure. La réparation se fait à la lecture quand tu lis en corrompt, mais pas que. Il y a aussi des réparations qui sont programmées, des repairs, d'accord. Et typiquement quand tu lis, en fait, et que le coordinateur n'arrive pas à avoir des données sur un réplica, bah, il va le demander aux autres réplicas.
Donc c'est grâce à la réplication que tu t'assures de la haute dispo en fait. Question. Est-ce que c'est un driver pur JavaScript? La question c'était est-ce que c'est un driver pur JavaScript? Tout à fait. J'ai regardé un peu dans le code source, oui c'est du JavaScript. Mais qu'est-ce que tu entends par pur? C'est-à-dire qu'il tire d'autres libs? C'est ça, ou qu'il n'a pas une ligne sur... Oui, alors il tire d'autres libs pour le type. J'ai mis tout à l'heure, il y avait un type decode.io là. C'est pour le typage long, donc on va pas réinventer la roue dans le sens où s'il y a un truc qui marche déjà, qui est bien, on va pas... Voilà, quoi. Le protocole est implémenté clairement... Voilà, le protocole bas niveau, il est... Alors moi j'ai une question pour étendre celle-ci. C'est à propos donc si jamais il y a un nœud qui tombe, est-ce qu'il peut faire une duplication automatique? C'est-à-dire que vous parlez de mécanisme de réparation. Oui. Est-ce que s'il reste donnée qu'on voulait dupliquer 3 fois la donnée, est-ce qu'il peut faire dupliquer la donnée sur un autre nœud qui est disponible Alors, ce qui se passe, c'est que quand un nœud tombe sur les 3, on va prendre réplication égale 3, un nœud tombe. Le coordinateur, donc sur mon schéma tout à l'heure, j'ai montré qu'il écrivait en parallèle sur les 3, et il voit que le troisième nœud ne répond pas. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va écrire sur son propre disque la donnée qui est censée arriver au troisième nœud, il attend, et une fois que le troisième nœud revient à la vie, il va lui streamer les données manquantes. Et si jamais le nœud ne revient pas? Parce que ça peut arriver des fois que la machine tombe. Est-ce que ça va être un nouveau nœud ou alors il attend le même? J'ai pas compris la question. Alors est-ce qu'il attend de retrouver le même nœud ou alors est-ce qu'il peut rebalancer sur un nouveau nœud qui arrive? Non, il ne rebalance pas sur le... Parce qu'en fait, les plages de tokens sont assignées de manière quand même assez précise. Et les réplicas aussi sont assignés à chaque nœud. Donc il attend, enfin il va pas donner ça à un autre nœud, il va attendre que le nœud revienne à la vie, et si jamais le nœud ne revient pas à la vie au bout d'une semaine, il va dropper les écritures, c'est-à-dire qu'il ne peut pas stocker éternellement, évidemment, parce que ça va lui augmenter sa charge de travail aussi, donc au bout d'un certain temps, c'est un paramètre de config, on va dire il est toujours pas en vie, c'est pas grave, je drop. Mais c'est pas grave, encore une fois, parce que je drop des écritures, sauf que j'ai quand même 2 réplicas vivants. Évidemment, si j'ai pas de chance et que je perds tous mes réplicas, ouais, voilà, mais bon, voilà. Ça, quelle est la probabilité de perdre 3 nœuds en sachant que c'est des probas... En fait, c'est des stats conditionnels. C'est quelle est la probabilité de perdre un nœud sur un cluster de 10, x, voilà, probabilité x. Quelle est la probabilité de perdre 2 nœuds, 2 fois x. Quelle est la probabilité de perdre 2 nœuds en sachant que le deuxième nœud, c'est un réplica du premier. C'est plus faible déjà. Merci. Oui, question. Alors moi j'avais une question par rapport en fait à votre driver. Oui. On a vu qu'on était capable de faire tout ce qui est lecture et écriture, mais est-ce qu'il est capable aussi de nous donner les informations sur le fonctionnement interne de notre cluster, à savoir est-ce qu'on a des nœuds qui sont tombés? Alors oui, ça c'est une très bonne question. Alors j'ai expliqué tout à l'heure, je lui répète la question, hein. C'est monsieur me demandait si le driver est capable en fait de donner l'état interne du cluster, typiquement la topologie, s'il y a des nœuds qui tombent, s'il y a des nœuds qui seront rajoutés au cluster, etc. Alors j'ai expliqué tout à l'heure qu'en fait le driver se met en écoute, d'accord, et est notifié par le cluster de tout changement topologique en fait, mais cette configuration là, elle est on va dire en interne. Alors dans la version Java du driver, on peut s'enregistrer en tant que listener pour écouter. Dans la version Node.js, pas encore, ça va arriver. Mais c'est prévu en fait. On attaque, on fournit des drivers pour plusieurs langages. Pas que Java, en fait, du C#, du Ruby, du JavaScript, etc. Et on essaye d'avoir une architecture commune à tous les drivers. Bien sûr, le langage change, mais toutes les topologies, toutes les stratégies de load balancing, elles sont communes à tous les drivers. Donc, ce que tu demandes, ça va arriver. Donc on pourra bientôt faire un On not unavailable, on not up, on not down, etc. Bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pardon, hop. Bon, on va en prendre encore une dernière avant de changer de conférencier quand même. Oui. Quels sont les cas d'usage en fait de Cassandra? On utilise le langage SQL. Est-ce qu'on peut faire des transactions? Alors, oui. Dans quel cas ça? Alors, les transactions, en mode distribué, c'est compliqué. Néanmoins,
ça existe. Dans Cassandra, alors pour ceux qui connaissent un peu les protocoles distribués, il existe un protocole qu'on appelle Paxos. C'est un protocole de consensus distribué. Alors pour ceux qui connaissent, il y avait le two-phase commit, d'accord? C'est un protocole classique en distribué. Le problème du two-phase commit, c'est qu'il a plein de cas qui ne couvrent pas typiquement pendant les phases, il y a un nœud qui tombe, etc. Et donc, des chercheurs ont inventé le Paxos, qui est un protocole prouvé mathématiquement que, en mode distribué, il permet de prendre une décision commune. Et dans Cassandra, on a développé par-dessus, en utilisant le protocole Paxos, une espèce de transaction qu'on appelle lightweight transaction. C'est une transaction en fait qui ne concerne qu'une partition, c'est-à-dire une ligne physique. Vous ne pourrez pas avoir des transactions qui impliquent plusieurs partitions parce qu'elles se trouvent sur plusieurs nœuds. Parce que faire ça en mode distribué, ça revient à locker, d'accord? Et l'idée, alors comment ça s'utilise, je ne vais pas montrer sur le slide, mais typiquement vous faites un insert into user, machin, blablabla, if not exist. Vous avez déjà entrevu un create keyspace if not exist. Ça utilise le lightweight transaction. Typiquement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre un quorum de réplica et va dire voilà, moi j'essaye de créer une ligne. Si quelqu'un d'autre arrive et essaye de créer la même ligne sur la même clé de partition, tu te bloques cette personne, tu dis attends, tu fais la queue, tu attends d'abord. Et donc en fait, avec ce protocole-là, on arrive à avoir une espèce de transaction, mais c'est toujours sur une seule partition en fait. Et pareil pour les updates, on peut faire un update user machin, if age égale à 30, etc. Mais voilà. Donc on conseille aux gens de ne pas en abuser parce que ce genre de transaction lightweight en fait coûte quand même 4 allers-retours réseau. Et c'est réservé vraiment à des usages très particuliers. On a vraiment besoin que l'opération soit linéarisable. Mais bon voilà, 4 allers-retours réseau c'est énorme. Et donc dans un système distribué, on aimerait bien que ça arrive un peu vite quand même. Mais ça existe, tout à fait. Bon, merci beaucoup. Si vous avez d'autres questions, venez me voir à la fin. Voilà. Merci beaucoup.